Après une semaine d'absence, me voilà de retour avec une partie de l'équipe des Technos pour ce 51e numéro. Et pour parler nouvelles technologies, on a avec nous d'un côté Sébastien. Bonjour. Hello. Sébastien. Et puis j'ai avec moi en studio Xavier. Salut Xavier. On va parler bien entendu comme on a l'habitude de le faire chaque semaine de nouvelles technologies. Mais on commence par le courrier des lecteurs ou plutôt des auditeurs. Mis à part bien entendu vos messages de soutien et autres likes. Merci à tous évidemment. Il y avait un message, je pense que c'était via la page informaticien ou je me trompe, c'était via informaticien.be où nous sommes également, je vous le rappelle, quelqu'un qui nous a la remarque par rapport à quoi ? Par rapport au sujet voiture, au sujet Tesla. On avait parlé, en tout cas, mes petits camarades, Benoît, Marc et David avaient parlé de la voiture Tesla qui avait reçu son upgrade pour s'automatiser. On en reparlera dans ce podcast un petit peu plus loin parce que depuis une semaine, d'autres l'ont testé depuis et donc il y a des choses à en dire. Il nous signale qu'il n'y a pas que Tesla qui utilise cette technologie. Il y a une marque bien plus connue et bien plus accessible, on va dire, qui est Volvo, Sébastien. Oui, mais je n'en sais rien, je n'ai pas de Volvo. Ça me permettait de respirer. C'était juste pour que je puisse reprendre ma respiration. Non, effectivement, on a été voir moi j'ai vu des vidéos de gens qui présentaient cette technologie avec plus ou moins de succès. Il faut bien le dire. Donc le principe, je le rappelle, c'est vous conduisez, vous avez bien entendu le cruise control, la vitesse, etc. Et la voiture est capable de ralentir s'il y a un obstacle. Donc une voiture qui doublerait devant vous, par exemple, et de suivre les lignes blanches. Je dis pas de bêtises. Hein, non, c'est correct, mais donc l'auditeur a raison. Il n'y a pas que Tesla, il y a donc Volvo, mais il y a aussi la marque à l'étoile. Et la différence, c'est qu'il y a beaucoup de marques qui imposent de maintenir les mains sur le volant. Oui. Donc la Tesla a une petite différence où on ne doit pas être forcément tout le temps les mains sur le volant. Oui. IntelliSafe, ça s'appelle chez Volvo et ça existe sur quelques modèles, mais je ne sais pas lesquels exactement. Quoi qu'il en soit, voilà, c'était intéressant de savoir effectivement que ça existe également, Sébastien. Oui, alors il y en a un autre qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui dans le podcast, mais qui pourrait dire que ça existe aussi sur sa voiture. Marc. Chez BMW, il y a exactement la même chose. Il y a ça aussi. Donc, en fait... Oui, mais sur certains modèles. Hein, et lui, c'est une X4, et là, effectivement, il y a ce genre de jouet. C'est une option, en fait. Oui, c'est une option, ouais. Mais Marc a coché tous les trucs. Donc, il a toutes les options. Et il y a une technologie que je n'ai même pas vue dans les Tesla, où tu peux voir ta voiture d'en haut, où tu te dis, mais ils ont lancé un drone quand tu es en train de te garer, tu vois. Un drone le suit en permanence. Donc voilà, donc c'est une espèce d'effet de buzz que Tesla nous a proposé finalement parce que tout le monde s'est jeté sur cette marque-là. Voilà, mais on aura l'occasion un petit peu plus loin, hein, Xavier, de parler de l'expérience de ceux qui rapportent l'expérience, puisque vous le savez, les technos, c'est un petit peu notre façon de voir les nouvelles technologies, mais par le prisme d'Internet. Hein, on va pas se cacher, on retrouve les informations la plupart du temps comme vous sur le web. Seulement, nous, on les croise avec d'autres informations. On en parle entre nous et on analyse un petit peu et on donne notre opinion. Voilà, c'est un peu ça l'idée. On a reçu également un message, je pense que c'était via Twitter celui-là, hein, de Arthur, qui nous a envoyé une petite blagounette. Savais-tu qu'un geek énervé ne crie pas, il hurle? Mais ça passe beaucoup mieux à l'écrit, Arthur. Je m'en rends compte maintenant. Il hurle URL. Voilà. C'était une petite blagounette de geek. Hein, voilà. On a apprécié chez les technos. Voilà, exactement. Ce que je vous propose, c'est d'attaquer notre abécédaire avec la lettre A, comme on a l'habitude de le faire. A comme Apple, bien entendu. Et je vais repasser la parole à Sébastien pour parler d'Apple, qui colmate à l'arrache une faille du jailbreak, en fait. Mais je ne sais pas, je n'ai pas l'Apple, moi. Alors, oui, il est sorti depuis
ce matin. Ce matin pour nous, comme nous enregistrons le jeudi, comme Marc me rappellerait évidemment, le iOS 9.1 et iOS 9.1 corrigent toute une série de bricoles et quelques améliorations. Et normalement, si je ne me trompe pas, il y a le Apple News qui débarquerait en Europe. Ça, j'ai pas encore confirmé vu qu'il est sorti ce matin et j'ai travaillé la journée, donc je suis désolé. Mais il corrige le truc le plus important évidemment pour Apple, c'est qu'il n'y a plus de jailbreak de nouveau parce que les petits gars de Pengu avaient réussi à jailbreaker iOS 9 et 9.02 et compagnie. Et via 2 failles différentes, je rentre pas dans tous les détails, mais c'était un jailbreak untether, donc c'était un vrai jailbreak. C'est de nouveau mort, mais donc si vous voulez absolument et que vous étiez en 9, il y a encore moyen de jailbreaker la bestiole, et sinon il y en aura probablement un aussi sur 9.1 parce que ça va nettement plus vite qu'avant. Voilà, donc je le rappelle, chaque fois qu'il y a un nouveau jailbreak, il y a une nouvelle mise à jour. À quelques jours. C'est l'idée. Est-ce qu'ils ont gagné un prix pour avoir jailbreaké ? Il n'y avait pas une société qui avait offert un beau petit pactole au premier qui faisait un jailbreak ? Je sais pas. Il y a eu ça. Je sais pas, Sébastien, peut-être. Oui, il y a eu ça effectivement. Maintenant Xavier me le rappelle, mais je suis pas sûr que nos amis chinois aient gagné quoi que ce soit. Pas pour ce coup-là, en tout cas. Je vais te laisser la parole. Non, je vais la donner à Xavier. C'est encore mieux. Je vais passer la parole à Xavier pour encore parler d'Apple, qui a été sanctionné aux États-Unis. Xavier. Voilà, pas bien Apple. Ils ont été condamnés à 234 millions de dollars d'amende pour avoir violé un brevet d'une université. L'université réclamait 400 millions, donc on pourrait dire qu'ils s'en sortent pas trop mal. Mais c'est quand même une des plus grosses condamnations pour la marque et la pomme. Et la poursuite concerne un brevet qui a été déposé en 98, c'est pas tout récent, et qui vise à améliorer l'efficacité et la performance des processeurs utilisés dans les ordinateurs ou autres appareils, et que Apple aurait utilisé dans ses processeurs de la génération A7, A8, A8X, qui sont utilisés par exemple dans les iPhone 5S, 6 Plus et dans plusieurs modèles d'iPad. Donc ils peuvent se permettre de pomper de la technologie. Mais c'est pas nouveau. Non, je pense qu'ils ont commencé comme ça. Voilà, les guerres de brevets entre Apple et d'autres marques, et puis d'autres marques vers Apple sont légion. Il y en a plusieurs, il y en aura encore. Et dès qu'une société a un petit peu un succès commercial, c'est fréquent que... Je voyais Sébastien qui faisait des grimaces. Oui. Les brevets, ça reste quelque chose. On en a parlé dans d'autres vies de podcasts. Il y a longtemps. Des sujets, on en reparlera d'ailleurs une fois dans les technos pour remettre plus long. C'est quelque chose qui me fait hérisser les poils toujours. Alors ici, j'ai pas été dans le détail, donc je ne sais pas ce qu'ils ont violé. Et le viol, c'est mal, mais dans la technologie, aux États-Unis, ils sont quand même un petit peu chiants sur les brevets parce qu'effectivement, tu peux avoir sciemment utilisé la technologie d'un autre, admettons, mais le problème, c'est que quand tu crées un logiciel aujourd'hui, tu utilises tellement de concepts, tellement d'idées, tellement que tu es incapable de savoir quand tu violes le brevet d'une autre société. Tu sais pas aujourd'hui sortir un logiciel, sortir une plateforme, sortir un nouveau concept sans violer le brevet de quelqu'un. C'est impossible. C'est même devenu un sport au niveau des brevets. Je pense qu'en Europe, on le pratique aussi pas mal, ce sport, qui est de breveter des choses qui sont un peu tendancieuses dans le sens où quelqu'un un jour va bien vouloir le faire et ce sera l'occasion soit d'aller lui demander des sous simplement ou d'attaquer. En Europe justement, c'est pas passé et on ne peut pas breveter une idée, un concept, on ne peut breveter que quelque chose de technologique. Donc tu pourrais breveter par exemple un truc comme ça dont on reparlera un jour, peut-être. Tu peux breveter ce genre de choses éventuellement parce qu'il y a quelque chose de technique qui est lié à ton invention technologique, informatique, logicielle. Mais du logiciel pur, une idée, c'est pas brevetable. Tu peux déposer le brevet, mais en justice, il n'a aucune valeur. Moi, je parlais de manière beaucoup plus générale de brevets sur des idées, par exemple, des concepts, ou des slogans, ou des choses comme ça. Moi, je connais, c'est les droits d'auteur plutôt, on est d'accord. Les droits d'auteur. Mais c'est un petit peu dans le même esprit. On va déposer un maximum de trucs. Thierry Radisson, par exemple, c'est un spécialiste. Il a déposé un tas d'expressions et de formulations, etc., qui un jour pourront peut-être être utilisées dans de la publicité. Et là, il sonnera à la porte, il dira c'est mon idée, d'ailleurs, j'ai les droits dessus, par exemple. C'est un petit peu ce sport-là aussi, mais avec les brevets, quoi.
Oui, c'est ça, mais là c'est du droit d'auteur, tandis qu'ici sur du logiciel, évidemment, si Apple utilise un code source d'un autre qu'il a volé, là c'est clair qu'ils doivent être condamnés. Ici, je n'ai pas été dans les détails, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme technologie et si ça vaut vraiment la peine. Mais il se trouve qu'ils ont été sanctionnés. Donc l'affaire est jugée quand même. Donc, et à tel point, pour ceux qui ne connaissent pas les brevets, c'est qu'aux États-Unis, pour la plupart des grosses boîtes, ils ont chacun leur petit millier de brevets sous le coude et qui se menacent l'un l'autre en disant voilà, si tu m'attaques, t'inquiète, j'ai mon paquet de brevets pour lequel je peux te faire payer aussi. Oui, c'est comme ça que les gros n'ont au final en général aucun problème par rapport à tous les petits qui ils n'ont aucun brevet ou ils en ont un ou deux et ils se font démolir par un Google, par un Microsoft, par un IBM qui est un des plus gros déposeurs de brevets. Jusqu'à ce que, aujourd'hui, avant c'était Kodak, je pense, qui était un des plus gros, qui avait le plus grand nombre de brevets, qu'ils ont dû tous les éliminer les uns après les autres pour pouvoir se sortir la tête hors de l'eau. Mais tu rappelles qui est Kodak pour les plus jeunes? Non, ça je ne ferai pas. Lui, il cherche vraiment les ennuis. Moi, je le dis, un jour ou l'autre, on va l'attendre à la sortie du studio. Enfin bref, voilà, c'est vrai que ça mériterait un hors-série, cette histoire de brevets. On aura certainement l'occasion d'en reparler avec l'autre Marc, par exemple, qui est aussi un passionné du domaine. Je vais te repasser la parole, Seb, pour quitter la lettre A comme Apple, mais rejoindre la lettre A comme App Sympa. C'est une application Safely qui essaye de sauver la vie des piétons, c'est ça ? C'est ça. Alors, le nom, c'est Safetify. Ou Safetify, à mon avis, plutôt. Ouais. Safetify, parce que c'est quelque chose qui fonctionne uniquement avec Spotify. D'accord. Donc, ça doit plutôt être Safetify. Et l'application, alors, ça m'a fait... c'est sympa, mais ça m'a fait plus rire qu'autre chose. Même si c'est pas drôle ce pourquoi ils luttent, parce qu'ils luttent contre les gens qui sont écrasés. Oui, c'est ça. C'est pas drôle. C'est pour les gens qui sont en train d'envoyer un SMS en rue ou qui consultent leur compte Twitter en marchant. Non, c'est même pas... C'est que pour les gens qui écoutent Spotify en rue et qui se font écraser. Et donc... Donc si t'écoutes Google Play, Play Music, ou si t'écoutes ça sur ton iPhone, non, là tu vas te faire écraser. Par contre, avec Spotify, tu vas pouvoir lier avec cette application. C'est quand même assez restrictif. Oui, tout à fait. Le fait d'avoir des beacons, je pense que c'est sur ces technos qui vont se baser ici, dans certains endroits très dangereux dans lesquels il y a déjà eu suffisamment de gens écrasés, pour se dire là il y a une statistique intéressante, et ils vont, avec ce beacon, l'application va détecter que tu es proche du passage piéton, diminuer le son, te laisser traverser et remonter le son. Alors, sur le fond, c'est pas idiot, mais c'est un peu risible quand même. C'est surtout, ce qui est risible, moi je trouve, c'est que c'est vraiment, à la rigueur, c'est pas complètement crétin de mettre en place une application. Moi je pensais que c'était une application, mais je pense que ça existe, qui repère quand vous marchez en rue. Je sais pas comment ça pourrait fonctionner exactement, mais pour éviter effectivement de vous faire écraser, qui vous rappelle de temps en temps regarder en l'air ou de regarder sur les côtés quand vous avancez, parce qu'il y a des gens qui ont le nez plongé sur leur smartphone tout en marchant et ça peut être dangereux. Enfin bref, je ferme la parenthèse, mais ici c'est juste quand on utilise une application que ça fonctionne de manière cohérente. Je trouve ça un petit peu c'est risible, c'est tout ce que je voulais dire. Oui, mais c'est des étudiants en art, c'est pas un concept les artistes. Ça doit être ça. Seb, on parle d'eye tracking au service des malades. Ouais, alors c'est quelque chose qui m'a fait réagir parce que historiquement j'ai bossé un peu là-dedans aussi il y a quelques années, et donc je lisais pas mal là-dessus. Donc il n'y a pas réellement une nouvelle techno qui est sortie ce matin sur l'eye tracking, parce que l'eye tracking ça existe depuis de longues années, sauf que ça s'améliore beaucoup avec le temps. Avant c'était des trucs énormes qu'on mettait sous les écrans. Je vous dis pas, c'était pour analyser ce que tu étais en train de faire sur ton écran pour les études de marketing, mais tu avais tellement le truc énorme qui te regardait que je suis pas sûr que tu étais totalement objectif. Oui. Et donc ici effectivement c'est une étude qui a été faite pendant plusieurs années dans les soins intensifs aux États-Unis avec une série de patients pour essayer de briser la barrière de ces patients vis-à-vis du monde extérieur, parce qu'ils disent
y a une source de stress en soins intensifs. Bon, déjà, effectivement, le fait d'être dans les soins intensifs, ça doit être un petit stress. Mais le plus gros problème, c'est qu'en plus, tu ne sais même pas dire j'ai soif, j'ai mal, j'ai peur, voilà. Tu ne sais pas parler parce que tu as un tuyau dans la bouche, et donc, comme moyen de communication, c'est plus difficile. Je me moque pas, hein, mais. Et donc, ils ont utilisé la technologie pour essayer de voir comment les patients pouvaient communiquer en mettant des images sur les écrans, en essayant de leur apprendre à écrire même des mots, etc. Et apparemment, les résultats étaient extrêmement positifs. Et moi, j'ai juste une conclusion en lisant tout ça, parce que l'article est intéressant pour ceux qui ont un petit peu de curiosité médicale, c'est que pourquoi est-ce qu'on ne fonde pas ça? Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas un petit peu de soupe chose d'un petit peu développé dans les hôpitaux? J'ai vu ça nulle part, je trouvais l'étude géniale, mais pourquoi est-ce que ça ne se retrouve pas aujourd'hui sur le marché? C'est bizarre, hein. Il y a des fois de telles évidences, là tu en parles, et en parlant je ne comprends pas moi-même pourquoi il n'y a pas plus de budget alloué déjà par les grandes boîtes, par celles qui sont en place actuellement, mais de manière désintéressée, parce que finalement c'est vrai que c'est le genre de technologie, on le sait tous, à un moment donné quand ça arrive sur le marché, c'est pour une élite, et on parle à des gens, on s'adresse à un public qui est déjà un petit peu désœuvré par le fait de la maladie, etc. Et encore demander des sous en plus, c'est un petit peu, voilà. Alors que là, on pourrait très bien imaginer de monter un truc qui tiendrait le coup économiquement, sans pour autant aller chercher du pognon dans la poche de ceux qui ne savent plus aller dans leur poche. Je me comprends. Mais voilà, c'est un peu particulier. J'ai pas de réponse à cette question. Mais si vous avez, vous, de votre côté, connaissance de projets de ce type qui sont en cours de funding ou de crowdfunding, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On s'en fera l'écho évidemment dans les technos, parce que ça, je trouve que c'est vraiment utile pour les gens, quand on voit des fois les couillonnades qui sont crowdfundées, et que là il y a un truc vraiment important pour la vie des gens. Je trouve ça plutôt intéressant. Je sais pas si quelqu'un veut rajouter un truc, Xavier, ou non, mais c'est vrai qu'on encourage les technologies. Moi j'aime beaucoup les technologies qui permettent d'apporter réellement soit d'augmenter le confort des gens, d'avoir un but social ou autre, et pas juste un simple gadget. On peut rigoler avec des gadgets aussi, c'est amusant, on en rit tous. D'ailleurs Sébastien lui-même a de nouvelles lunettes de ski dont il nous parlera prochainement, mais non, mais c'est vrai, il faut aussi rire, on n'est pas obligé que de pleurer. On a plombé l'ambiance là. Il faut vite remonter. Il faut faire des trucs comiques, mais il faut un juste équilibre, et quand la technologie existe, quand on voit tout ce qu'on fait au niveau du jeu vidéo, etc., on peut se dire que cette technologie-là, avec un petit peu de savoir-faire, elle pourrait être transformée pour rendre service aux gens, tout simplement. Et voilà, c'est juste ce petit clin d'œil-là qu'on peut faire suite à cette info ramenée par notre ami Sébastien. On reste à la lettre A. Décidément, il y a beaucoup de choses à la lettre A cette semaine. A comme autopilote, on en a un petit peu parlé déjà au début de ce numéro, par rapport à l'autopilote de Tesla, où là, maintenant, on commence à voir revenir des expériences, des retours d'expérience d'utilisateurs, Xavier. Voilà, mais donc on revient un petit peu au courrier de notre auditeur, et donc suite à la sortie des mises à jour de Tesla pour déployer son autopilote, on a vu apparaître toute une série de vidéos des premiers propriétaires qui ont filmé la voiture en train de rouler toute seule, et ce qui devait arriver arriva. On a les premiers dérapages de la technologie, et c'est un petit jeu de mots, qui sont apparus, puisqu'il y a des personnes qui se sont fait des frayeurs parce qu'ils n'ont pas spécialement tenu compte du bip d'avertissement. Et donc il y a une info du site branchez-vous.com qui montre des vidéos de personnes qui ont failli faire un frontal ou qui ont fait des sorties de route alors qu'ils roulaient à 60 km/h ou autre, et qui déviaient de leur trajectoire. Alors par contre, il y a quand même des vrais succès aussi, puisqu'il y a 2 pilotes qui ont parcouru plus de 3200 km à une moyenne d'environ 83 km/h, avec l'autopilote qui était engagé 96% du temps. Donc pour ceux qui font des très grands trajets, c'est vrai que ça peut être quand même la question, c'est de savoir si on confierait à Tesla ou à, comme on le disait tantôt, Volvo ou BMW, on va toutes les citer maintenant, on est obligé, ou Mercedes ou autre, enfin toutes celles qui proposent ce type d'options, est-ce qu'on lui confierait, je sais pas, entre guillemets notre vie, mais en tout cas notre sécurité. C'est la question que je me pose, parce que quand on est vraiment bien crevé, qu'on prend le volant, même en conduisant, en dépassant, etc., c'est difficile de garder les yeux ouverts,
Mais si en plus de ça, il faut même plus regarder. Alors, c'est une incitation à dodo, quoi. Ils ont mis en place quand même des techniques qui permettent de vérifier si le conducteur est toujours bien attentif ou si il n'est pas en train de la pédale de l'homme mort, comme sur les trains. Mais c'est vrai que c'est important de rappeler que c'est une fonction d'aide à la conduite et que, comme le régulateur de vitesse, ça ne dispense pas le conducteur d'être un minimum attentif. Oui, ça ne le dispense pas, mais en attendant, quand on est crevé, quoi. Enfin, c'est sûr. Bon, ça pose plein de questions, hein, Sébastien, ce genre d'accessoires. Ça me pose une énorme au niveau des assurances. Mais oui. C'est ma voiture qui est rentrée toute seule dans ta voiture. Non, moi je fais pas le constat. C'est ça. Donc je me retourne contre le fabricant de la voiture. Alors là, ça a vérifié, mais je pense que Tesla a Ils sont couverts. Non, mais a annoncé qu'ils allaient assurer les conducteurs s'il y a un accident qui est vraiment où l'autopilote est en cause. Ouais, il faudra le prouver quand même. Ouais. Hein, oui, non, c'est pas évident. Mais bon, c'est une info à vérifier, ça. Hein, mais je pense avoir lu ça. Ça pose un paquet de questions, en tout cas, Seb. Oui, ça m'a fait penser à, je sais pas pourquoi, mais j'ai un flash sur l'autopilote de y a-t-il un pilote dans l'avion. Le gonflable, là, les espèces de... ça me donne un peu le niveau de confiance actuel. Ouais. Oui, et il y a un type qui viendrait par derrière et qui viendrait chaque fois dire « Encore merci et bonne chance ». C'est classique. Effectivement. Donc une info, parce qu'ils ont fait un peu la synthèse, enfin une synthèse sur branchez-vous.com, c'est ça ? Ouais. On mettra le lien évidemment dans notre article. Vous pouvez voir, il y a des petites vidéos qu'on ne vous propose pas ici, mais que vous pourrez on en verra voir. encore certainement beaucoup d'autres. On en verra beaucoup d'autres. Je vous ai dit, moi j'en ai vu une concernant un conducteur de Volvo, et je suis sûr que d'autres le font aussi. Et ils prennent des risques impossibles à se filmer pendant qu'ils conduisent ou que la voiture essaye de conduire. Enfin bref, tout ça est très compliqué finalement. On a terminé avec la lettre A. On va passer à la lettre B. On n'a pas fini ce podcast, je vous le dis. La lettre B comme business. Seb, il y a encore une grosse acquisition durant cette semaine. Western Digital qui se paye SanDisk. Voilà, on peut passer à la lettre C. Non, mais c'est important de signaler quand même que là, c'est quand même un acteur important qui rachète un autre acteur important. C'est du gros Western Digital. Alors, si on a même la petite image que j'avais, ça c'est pour le petit cocorico, c'était, je sais pas si vous avez utilisé ça à l'époque, c'était un Western Digital caviar. Oui, c'était le caviar, c'était ce qui était... Enfin, tous les éditeurs de soft, quand il s'agissait de faire de l'écriture disque, conseillaient le caviar. Voilà. C'est un peu ça l'idée. Qu'un petit coup de caviar. Voilà, c'était ça l'idée. Ça, c'était un super caviar qui avait fait sa vie et qui était mort et qui a terminé au tournevis et complètement éclaté. Il y a des choses qui étaient extrêmement sympathiques à récupérer là-dedans, c'était les aimants et quelques photos. Et si vous voulez d'autres photos de ça, vous pouvez toujours retourner. Je pense qu'il y a encore l'article sur Informaticien avec toutes les autres. Informaticien.be, rappelons-le. Ouais. Ouais. Et donc, pour Western Digital, donc ils se sont payés SanDisk, le spécialiste qui est plutôt dans tout ce qui est RTSD, mémoire flash, etc. Donc Western Digital qui est plutôt anciennement sur des technologies disques classiques, plateau, et qui a aussi du SSD. Bon, voilà, c'est vrai que on peut dire que ce sont deux leaders dans leur domaine, SanDisk et Western Digital, ou... quand même, SanDisk, il y en a, c'est pas le seul, il y en a plein d'autres. Les noms me reviennent pas là tout de suite. Ça doit être le Stress, Marc, le Stress. Transcend, Kingston. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup d'autres marques, mais SanDisk est quand même une très très bonne marque, et Western Digital est un des derniers survivants dans les disques, parce que il y en a plein qui ont disparu. Oui, effectivement. Et qui approvisionne aussi d'autres marques. Quand vous achetez une machine, je ne sais pas si chez Dell c'est encore du Western Digital qui propose dans leur machine. Enfin bref, on retrouve du Western Digital un petit peu partout. Même sur des disques durs externes, par exemple, que vous achetez sous une autre marque, une autre appellation, ça peut être du Western Digital. Mais il y a plein de marques qui entre-temps ont disparu, comme des Seagate, comme c'était Maxtor, enfin tout ça a été regroupé. Donc il y a Maxtor va pas me manquer, ceci dit. Maxtor va pas te manquer. Non. Mais bon, on a tous eu des déboires un jour avec une marque, et donc forcément on le garde en travers de la gorge. Mais Western Digital, c'était une bonne, ça reste une. Voilà. Mais ils sont pas morts, c'est eux qui ont racheté. Oui, bien sûr. Justement, j'en ai un dans mon Synology. Ah mais voilà, tu vois, et dans son Synology, il a mis du Western Digital. C'est ce que j'aurais fait aussi. Ceci dit. On reste chez toi, oui. Je vais quand même le dire, ils l'ont racheté pour 19 milliards. Oui, c'est vrai, c'était ça l'info. Ils l'ont racheté pour 19 milliards. C'est énorme.
ça devrait être clôturé pour le Q3 2016, donc fin de l'année prochaine. On a encore un petit peu le temps. On a un peu de temps encore, mais enfin bref, c'est quand même une jolie somme. Mais bon, voilà, c'est bon de le savoir que quand vous achetez du SanDisk maintenant, c'est de l'argent qui va chez Western Digital. Par contre, l'argent que vous donnez à Pixmania aujourd'hui, on ne sait pas très bien où il va aller, parce que ça se passe pas très bien chez Pixmania, qui est, rappelons-le, cette plateforme de vente en ligne de matériel audio, vidéo, photo, électro, informatique. Tu dis justement photo, Pixmania à la base, au tout début, c'était que du photo. Oui, je me rappelle bien. C'était photo, tirage photo et compagnie. Et donc ça a grossi. Ils étaient passés jusqu'à un peu plus de 1000 salariés fin 2000. Et là, ça a commencé un petit peu. Ils ont développé un réseau de comptoirs locaux. Il y en a eu un à Bruxelles d'ailleurs, près de la gare du Midi. Je pense qu'ils sont tous fermés. Non, ils sont tous fermés. Ouais, voilà. Ils ont tout fermé. Donc ça a pas mal dérouillé, ils étaient 1 millier, ils ont commencé à licencier parce que ça a marché. Ils ont été rachetés par des Allemands, si je ne m'abuse. Ils ont été effectivement rachetés par Mutares, des Allemands, début 2014, donc il y a une grosse, presque 2 ans maintenant même. Et il reste plus déjà que 430 personnes, dont 320 en France. Donc et ça a vachement diminué. Et même malgré ça, ils sont concurrencés par le plus gros auquel on pense, qui est juste à côté, c'est Amazon. Bien sûr. Et Amazon les a donc défoncés de face. Pixmania n'a toujours pas réussi à faire de bénéfices. Alors ils n'avaient jamais réussi, et même si Mutares a réussi à pas mal remonter les chiffres, ils sont toujours pas en bénéfice, donc ça s'améliore pas. C'est là ça sent le banqueroute, à tel point qu'ils se sont mis en restructuration judiciaire, je sais pas comment ils disent en France, parce que c'est une boîte française. Ils sont mis sous protection, je pense, judiciaire pour justement pour éponger la dette. Sauvegarde. Voilà, procédure de sauvegarde, ouais, c'est ça. Au tribunal de commerce de Nanterre. Et ils ont pour ambition de supprimer tout ce qui est vente de biens comme ils font pour le moment, pour se reconcentrer sur une place de marché. Alors c'est une idée comme une autre, mais je trouve que Amazon les a aussi déjà tellement devancés sur le fait d'être une place de marché sur lequel tu trouves des centaines et des centaines de vendeurs différents, ou si tu veux pas Amazon, mais il y a des Alibaba, il y en a plein d'autres, que je suis pas sûr que Pixmania ait sa place comme... Je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que, je suis pas stratège ni marketeur ou quoi que ce soit, mais je me demande si quelque part, comme tu le signalais très justement dès le départ, il se ferait pas mieux de se reconcentrer sur leur core business, qui était la photographie, parce que finalement, des acteurs spécialisés en photographie, il y en a pas des masses. Alors, il y aura toujours la concurrence des Amazon et autres, mais il y a peut-être une spécificité à aller chercher dans ce domaine-là qui va sans doute manquer à un moment donné, en tout cas pour ceux qui ont l'habitude d'acheter du matériel photo en ligne. Et je parle pas des gens plus spécialisés, je parle du grand public, soyons clairs. Donc je sais pas, mais j'ai lu ça aussi, place de marché, alors qu'il y a déjà tellement de choses qui existent dans ce domaine. Je sais pas, c'est dommage parce que c'était une belle marque, ceci dit, Pixmania. Écoute, c'était une marque qui cassait pas mal les prix. Ouais. J'ai été consommateur chez eux il y a de longues années. Je peux pas dire que le service valait le low cost, quoi. C'était un peu, ça s'est peut-être amélioré par la suite. Ce qui était pas mal, c'est que comme quand tu n'avais encore jamais acheté en ligne quelque chose, le fait qu'il y ait à proximité un comptoir rassurait. Moi, le premier truc que j'ai commandé chez eux, je l'ai fait livrer au comptoir et j'ai été le chercher au comptoir et je l'ai payé au comptoir. C'était un smartphone. Je me rappelle encore, c'était un Sony Ericsson. K800, si je me rappelle bien. Et donc 1982. Et à ce moment, non, mais voilà, ça avait quelque chose de rassurant. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés à l'achat de trucs sur des sites web grâce justement à ce genre de démarche qui permettait de rassurer un petit peu. D'ailleurs, il y avait des gens qui allaient sur place sans avoir internet, qui pouvaient commander sur place du matériel via une interface web dans le magasin. C'était assez rigolo. Mais ça mettait le pied à l'étrier, entre guillemets. Enfin bon, affaire à suivre ou pas. Ouais.
hein, comme on dit dans ces cas-là. On va passer à la lettre F. Bon, on va accélérer un tout petit peu pour Xavier parler d'une faille majeure. Alors, ça va faire rire plein de gens. C'est une faille majeure pour le Flash Player. Allons bon. Mais comment donc Flash, pour le moment, en prend pour son compte. Hein. C'est la société Trend Micro qui a annoncé une faille majeure. Alors, elle est majeure, pourquoi ? Parce qu'elle touche vraiment toutes les plateformes Enfin, elle a touché toutes les plateformes de Windows, Mac et Linux. Donc, pour ceux qui n'auraient pas encore fait la mise à jour. Donc, les hackers exploitaient une faille qui était en mesure de faire planter l'ordinateur ou même de permettre le contrôle à distance de l'ordinateur. La seule possibilité qui était possible jusqu'à une mise à jour qui a eu lieu récemment, c'était de désinstaller le logiciel. Donc, chouette. C'est très simple. C'est voilà, vous arrêtez Flash et puis simple, c'est peut-être pas terminé. Donc c'est une faille qui était exploitée par la campagne de piratage Poundstorm, qui était plutôt destinée à des grands comptes. Donc on parle d'un espionnage économique et politique à grande échelle qui visait des personnalités, des gouvernements, des militaires, les médias, l'industrie de la défense, etc. Bon, la faille a été corrigée entre-temps, mais on pousse donc nos éditeurs à vraiment vérifier qu'ils ont bien fait la mise à jour. Si c'est par exemple sur Chrome, c'est automatique. Mais si vous avez un Flash Player qui a été installé, mettez-le bien à jour. Est-ce qu'on peut se passer de Flash ? Mais là, maintenant, aujourd'hui, moi, j'ai pas désinstallé quoi que ce soit, j'ai rien touché, mais je sais pas, Seb ou toi-même Xavier. Alors, il y a évidemment pas mal de techniques qui permettent aux développeurs maintenant de se passer de Flash, mais dans les faits, il y a encore beaucoup de sociétés ou de services en ligne qui utilisent Flash, puisqu'il y a des applications. Donc Flash ne servait pas qu'à faire des petites animations et des petites pubs bien jolies, mais il y a des applications, des services qui utilisent encore vraiment que Flash. Donc ça va vraiment accélérer le... Je comprends, mais parce que ça on en avait déjà parlé par ailleurs ici même, mais est-ce que l'utilisateur lambda, internaute, peut demain désinstaller Flash et dire voilà, moi je veux plus Flash, terminé. Qui, Seb par exemple? Pour moi, oui, et j'en veux pour preuve que je connais quelques personnes qui l'ont fait et qui, à part perdre quelques vidéos par-ci par-là, disent bon bah tant pis, c'est que le site n'a pas envie. Donc ils vont voir ailleurs. Il faut accepter que certains sites ne fonctionnent pas aussi bien. Mais je pense que c'est pas un mal parce que de toute façon, ces sites vont être obligés d'abandonner cette techno. Ça c'est inévitable. Ils ont quelques mois pour s'y faire. Le Flash comme Java sont voués à disparaître. Du moins c'est ce qu'ils nous ont annoncé. Chez Chrome c'est fait, chez Chromium c'est je sais même plus impossible d'installer Flash. Marc a dû installer Chromium, il a plus de Flash du tout sur sa machine depuis quelques jours. Il survit. Il n'est pas en train de mourir. Et alors je sais que sur Firefox ça doit exister, sur Chrome aussi, il y a des extensions qui s'appellent, je pense que c'est Click to Flash, qui te permettent de t'afficher un bloc à la place de l'animation Flash, et c'est à toi de cliquer pour activer le truc. Donc là c'est intermédiaire, tu peux voir si tu peux t'en passer. Il désactive et c'est seulement quand tu as cliqué qu'il active le fait que Flash se lance sur le site. Au moins pour tester, pour voir ce que ça fait de ne plus avoir Flash. Voir ce que ça va faire. Et comme la plupart du temps Flash est utilisé soit pour des vidéos, soit pour de la pub, pour la vidéo il y a pas mal d'alternatives, pour la pub c'est pas dramatique pour la plupart des gens. Ok, c'est une bonne chose. Je sais pas si c'est une bonne chose pour Adobe, mais voilà, à un moment donné, il faut quitter une technologie, il faut que ça se passe bien, et puis voilà. Et puis comme ça, on évite les problèmes de failles de sécurité et majeures entre autres. Pardon? Si tu peux rêver, c'est comme il y en aura toujours d'autres. Il y en aura toujours, évidemment, c'était une boutade. Évidemment. On passe à la lettre H. H comme hardware, Seb. Pipo, on a déjà parlé de Pipo ici, tu vas nous rappeler ce que c'est. Mais en tout cas, Pipo se lance dans les Pico-projecteurs avec le PJ1. C'est ça. Alors Pipo, c'est un petit instrument de musique, je pense que c'est ça. Taille-là, non ? Petit. Ah oui, 3 trous. Une flûte à 6 trous, Schtroumpf. Et donc Pipo, effectivement, c'est un constructeur asiatique dont on a déjà parlé, parce que dans tous les asiatiques, il y en a qui font des trucs de qualité, et Pipo sort du lot. Oui. Pipo sort du lot. Rappelons ce que nous avions testé ici même dans un hors-série de chez Pipo. C'était le X8. Le X8, X7, X8, je pense.
donc c'est une tablette qui était surélevée pour pouvoir servir de mini kiosque par exemple, et ça coûtait 100 €. Donc on est dans du très bas de gamme, même si le matériel lui n'est pas si mauvais. Il n'est pas toujours super stable, mais il est très suivi parce qu'il y a une grosse communauté de fans, et donc le Pipo est une bonne marque chinoise. Et donc ici, ils sont lancés sur le PJ1, un nom toujours aussi difficile, mais qui est un picoprojecteur. Et il le lie à la Pipo X7 Pro, donc qui est un autre truc sur base d'Android, je pense, Windows. Et donc l'avantage, c'est que grâce à la liaison des deux, tu peux avoir une solution mobile avec ton petit OS et ton écran de jusqu'à 100 pouces. Mais si t'as pas envie d'utiliser leur Pipo X7 Pro, c'est pas grave, tu peux utiliser ça sur n'importe quel machin qui te sort de l'HDMI. D'accord. Donc ça, c'est pas un gros problème. Et le problème de ces picoprojecteurs, c'est la luminosité. Ouais. Ici, on n'est pas non plus sur en tout cas des spécifications extraordinaires. On te dit que c'est 50 lumens et on te fait un contraste 801, donc on n'est pas non plus encore sur un truc qui va exploser. Mais vu la taille du truc, tu peux pas non plus encore aujourd'hui espérer avoir quelque chose qui te donne une lumière comme en plein jour. Enfin, pas avec la techno qu'on a. Donc, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on ne connaît pas encore les tarifs, mais comme Pipo est vraiment bon marché et qu'ils font quand même du matériel d'assez bonne qualité, on peut espérer avoir ça pour un prix extrêmement raisonnable très rapidement. D'accord. Je tends à espérer, mais c'est vraiment juste à la grosse louche que ce genre de truc arrive dans les alentours d'une centaine d'euros. Ce genre de bidule, rappelons-le, on trouve, tu l'as dit, c'est chinois, hein, donc on trouve ça sur des sites comme Deal Extreme, Geekbuying, et puis même parfois sur des sites en Belgique, il y a des gars qui l'importent et qui revendent. Il y a des Français qui ont des sites web sympas ou qui ne vendent quasi que des pipos et des trucs équivalents. Donc il y a une grosse communauté, c'est pour ça que j'en parle, parce que je sais que c'est pas un produit moisi dans un coin, quoi. À suivre, et puis comme c'est pas très très cher, on peut expérimenter sans nécessairement casser le cochon, quoi. Je veux dire, ça va, quoi. Je sais que c'est utilisé par quelques amis qui voyagent énormément et qui ne peuvent pas se permettre dans l'avion de toujours prendre un projecteur de 2 kilos avec eux. Ouais. Donc ils utilisent pas celui-là en particulier, mais des modèles précédents moins lumineux, avec des plus petites images, etc. Et c'est extrêmement pratique pour aller faire une présentation devant 10 personnes quand t'es au bout du monde, plutôt que d'être tous autour de ton laptop. Alors certes, l'image n'est pas forcément géniale, mais quoi. Voilà, ça peut dépanner, quoi, on va dire. Pour le coup. Ok, bonne nouvelle donc de ce côté-là. La lettre N comme Nike, il fallait qu'on en parle. Tout le monde en a parlé, la presse traditionnelle en a parlé. On attendait le retour de Marty McFly, tel que c'était indiqué dans Retour vers le futur 2. Il devait revenir le 21 octobre 2015. Et donc, du coup, la presse très sérieuse a été analysée aussi si toutes les inventions qui avaient été imaginées pour ce retour vers le futur en 2015 vu depuis 1985 tenaient la route, et ils ont fait ça avec beaucoup de rigueur, comme ils savent faire et traiter l'information avec toujours beaucoup de rigueur. Et donc ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des choses qui ressortent. Ouais. Et là, on reparle par exemple des Nike, des chaussures qui se lassent toutes seules, c'est ça en fait. Donc, mais à moins d'avoir vécu dans une grotte les dernières 24 heures, vous n'avez pas pu rater le retour de Marty McFly et Doug Brown. Effectivement, il y a plusieurs marques qui ont essayé de surfer un petit peu sur la vague pour faire des plans de com. Mais moi, je trouve que Nike est vraiment sorti du lot, puisque Michael J. Fox en personne, donc l'acteur qui a fait Marty McFly, a présenté une version réelle des fameuses Nike Air Mag, ces fameuses baskets autolassantes. Et les chaussures seront réellement fabriquées en édition limitée. Elles seront mises aux enchères au printemps 2016. Et les bénéfices iront directement à l'association de Michael J. Fox qui lutte contre la maladie de Parkinson dont il est lui-même atteint. Alors Nike a toutefois annoncé que la technologie pourrait être mise au profit de plusieurs sportifs, par exemple, avec des chaussures dont le soutien s'adaptera aux besoins des sportifs. Donc il y aura une évolution certainement et une application dans des chaussures d'une autre gamme.
Ben voilà, on en parlait là tantôt de ces informations utiles aux gens. Par exemple, on rigole avec ces bidules, ces chaussures qui se lassent toutes seules, mais on se rend pas toujours compte directement à quel point ça peut être utile à des gens qui en ont vraiment besoin, quoi. C'est ça qui est rigolo. C'est pas le cas de l'overboard, par exemple. L'overboard, c'est peut-être pas utile de reproduire l'expérimentation, mais là, en l'occurrence, c'est plutôt utile. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien de son côté. Bah écoute, j'avais pas vu la vidéo de Nike, je t'ai vu que j'étais pas dans une grotte, mais je l'ai pas vu. Clairement, ici c'est fait sur le fun, mais d'un point de vue médical, ça peut être très intéressant. Je connais pas mal de personnes qui sont incapables de lasser leurs chaussures. Oui, tout à fait. Pas parce qu'ils sont complètement débiles. Hein, mais non, parce que on s'est plus baissé, et puis voilà. Ouais. Ok, je te laisse la parole, c'est parce qu'on va poursuivre et accélérer un tout petit peu le mouvement. On était à la lettre S. Sauf si Xavier avait un truc à rajouter. Non, c'est bon, ok. S comme social, c'est bon. On commence avec et on va passer un petit peu de temps aux côtés de Twitter qui s'excuse auprès des développeurs. Ah, c'est génial. Écoute, ça m'a fait plaisir. Il n'y avait pas beaucoup de contenu sur ce qu'il a dit, donc ça va être assez court, mais ça m'a fait plaisir que Jack Dorsey, donc qui est fraîchement, officiellement le nouveau CEO de Twitter, même s'il est là depuis quelques mois quand même, s'excuse pendant leur conf spéciale mobile, je sais plus, je pense que c'est ça. Enfin bref, donc il s'est excusé auprès de tous les développeurs sur la manière dont ils ont été traités ces derniers temps par Twitter. Voilà, on en a parlé beaucoup dans les podcasts des applications fermées, des API qu'ils ont supprimées, des gens qu'ils ont bloqués. Donc ça a été un carnage. Ils s'en excusent. Ils vont effectivement essayer de remettre tout ça à plat et de voir comment recréer une relation saine et fructueuse avec les développeurs d'applications pour que ce soit un petit peu plus sympathique. C'est obligatoire pour eux. Ils ont besoin effectivement, chez Twitter, ça a besoin de rebondir. Pour l'instant, on en avait déjà un petit peu évoqué la semaine passée, même la semaine d'avant déjà, parce que ça sent pas très bon du côté de chez Twitter. On avait parlé de leur déménagement avorté, par exemple. Il y a eu du licenciement aussi. Voilà. On reste d'ailleurs chez Twitter pour parler d'une nouvelle application, une application de sondage, un petit peu comme ce qu'avait fait Facebook à une époque. C'est ça, et Twitter continue à devoir pousser dans ce qui manque aujourd'hui à la plateforme, c'est-à-dire tout ce qui est engagement. Donc aujourd'hui, vous allez sur Twitter, vous lisez quelques trucs, personne ne sait que vous avez lu le tweet, il n'y a pas vraiment de suivi, à part si tu l'aimes vraiment, que tu cliques sur le like ou que tu republies. Oui, le favori, pardon. Mais en dehors de ça, il n'y a pas réellement beaucoup de discussions et d'engagement sur Twitter. C'est plus difficile en tout cas que sur d'autres plateformes. Et donc ils ont lancé ce sondage dans un des essais, leurs essais pour créer ce dynamisme entre les utilisateurs. Le sondage est aujourd'hui extrêmement limité. Si tu poses une question, c'est oui, non. C'était uniquement aux États-Unis. Je pense que maintenant il sera enfin pas oui, non, mais enfin t'as droit à deux choix. Oui, quoi, c'est ça. Oui. Mais en gros c'est oui, non. Et donc ça va être disponible chez tout le monde. C'était en test. Maintenant, ce sera au niveau mondial. Et il faut savoir qu'à partir du moment où tu as répondu au sondage, non seulement tu as la grande chance d'être donc un des sondés, c'est déjà génial, mais en plus, tu vas recevoir à la fin du sondage les résultats de la part de Twitter. Donc, ils se servent de ça pour essayer de balancer plein de notifications à tout le monde. Voir à quel point ça va être invasif pour l'utilisateur, si ça va pas être à un moment donné un peu casse-noisette ou voilà. Je pense qu'on va bouffer du sondage pendant quelques semaines, quelques mois, et puis que ça va baisser un peu de son intensité. Mais est-ce que la robe de la madame elle est bleue ou elle est rose? Voilà. Est-ce que t'aimes bien mon nouvel album? Est-ce que tu m'aimes ou tu m'aimes? Voilà, on peut imaginer tout ce qu'on veut de ce côté-là. C'est pas une fonctionnalité qui est exceptionnelle, mais voilà, sur ce genre de plateforme, pour eux c'est important pour essayer de ramener un petit peu de vie. Et d'autant plus que ramener de la vie et puis ramener des pépettes aussi à un moment donné. Est-ce que c'est un bon investissement? Est-ce que Steve Ballmer, par exemple, qui se paye 4% de Twitter, va s'y retrouver? C'est la question qu'on pourrait se poser. Écoute, j'ai pas j'ai une autre opinion, j'ai pas comment dire, de manière politiquement correcte. Je
trouve que Steve Ballmer a une très bonne histoire, mais j'ai pas une très haute opinion de lui sur les dernières années, en tout cas chez Microsoft. En preuve la photo que j'en sors. Même si c'est un grand bonhomme, je peux pas dire que son charisme et ses choix stratégiques des dernières années ont montré à Microsoft que c'était la bonne voie. Il s'est sorti sur certains sujets, il a souvent tapé à côté du clou, quoi, sur pas mal de sujets. Ouais. Bill Gates aussi, et pourtant Bill Gates était pour moi remarquable, même s'il s'est planté quelques fois, on l'a reproché, il était beaucoup plus visionnaire que Steve Ballmer. Et alors ici, effectivement, il a annoncé qu'il avait, lors un match avec les Los Angeles Clippers, on n'a rien à foutre, et il a annoncé qu'il avait... Ah mais non, c'est lui qui a les Los Angeles Clippers, je suis con en fait. Il est propriétaire. Il est propriétaire. Ouais. Et donc, oui, enfin bref. Il a annoncé qu'il avait 4% ce con. Ouais. Et donc du coup ça a fait monter les actions de Twitter. Il les a vendues. Personne C'est pas con, hein. T'es con. mais personne n'est capable de vérifier qu'il est effectivement 4% parce que il y a une notification chez Twitter qu'à partir du moment où quelqu'un détient 5% réellement des parts. Donc bon voilà, il a 4%, je pense pas qu'on en fera un drame et je pense pas que ça change réellement la vie de Twitter. Non, je pense pas non plus. Bien ou mal. C'est pas ça qui va générer des revenus. C'est pas ça qui va... T'as raison, ça va pas générer des revenus et ça va pas non plus générer de la sympathie nécessairement, comme on le disait. C'est un personnage assez étrange. Ouais, hein, c'est ça. Donc, on reste chez toi, c'est pour parler de YouTube qui passe, qui. Alors, comment expliquer ça ? YouTube, c'est de la pub, hein, beaucoup. On le voit. Pas trop sur nos vidéos, heureusement, parce qu'on ne rentre pas dans le cercle, entre guillemets, des podcasts, en tout cas des vidéos mises en ligne qui rentrent dans le domaine du modèle publicitaire de YouTube. Mais on sera bien obligé un jour d'y arriver parce que YouTube passe au payant, mais le payant qui permet de supprimer la pub. C'est un peu ça l'idée. C'est l'un ou l'autre, Seb. C'est vers ça qu'on va. C'est pas eux qui ont racheté AdBlock. Pardon, on en a déjà parlé quelques fois, hein, mais moi ça me reste toujours en travers de la gorge parce qu'on a eu tellement de scams à chaque fois en disant avec des gens qui repostaient dans tous les sens, attention Facebook ça va devenir payant, attention YouTube ça va devenir payant. Ouais. Et puis un jour, parce que tu me dis ben non arrête de relayer là, tu fais juste de la pub de merde. Et un jour finalement YouTube est quand même payant. Ouais. Bon, on pouvait continuer à regarder gracieusement avec de la publicité, mais maintenant tu te dis peut-être qu'un jour ce truc sera quand même vraiment payant de base pour tout le monde, quoi. Ça devient plus totalement de la science-fiction, quoi. Et alors oui, bon, c'est pas encore grand-chose, sauf que ça arrive le 28 octobre, États-Unis probablement pour commencer, et que les revenus partagés seraient un petit peu inférieurs à ce que font d'autres plateformes, comme Spotify qui donne 70%, Apple Music qui donne 71,5%. Voilà, coup de Apple, il donne plus que les autres. Et ici, on pense que ça arriverait plutôt dans les 55%. Donc, apparemment, YouTube a plus de frais de fonctionnement, je suppose. Mais donc voilà, donc ils disent qu'ils donnent quasi tout aux producteurs de contenu. Ouais. C'est qu'effectivement, ça leur coûte 45% pour l'hébergement, ce qui est peut-être pas totalement impossible, hein, parce que. Disons que l'accessibilité est totale. Enfin, j'ai jamais vu une panne sur YouTube, ou alors c'était il y a très longtemps, et c'est quand même très très rare. C'est quand même une plateforme très très robuste. Hein, il faut bien le reconnaître. Ça c'est un premier point. Ils ont des arguments qui tiennent la route aussi, c'est de dire bon ben voilà, si vous voulez voir tout ce contenu à l'heure actuelle, sans publicité, il va falloir payer. Est-ce que les gens vont y aller ? Est-ce que cet argument-là va tenir ? Est-ce que quelqu'un va, par exemple, je pose la question à nos auditeurs, si demain il y a de la publicité qui s'affiche un petit peu partout, est-ce que vous êtes prêts à mettre des thunes pour ne plus voir cette publicité et pouvoir continuer à regarder les technos tranquillou sans être embêté par des bannières publicitaires ? Moi j'ai un doute là-dessus, c'est quand même très franchement. $10 par mois, je trouve quand même ça au final, c'est ça le prix, c'est $10. Je trouve ça quand même assez cher pour... Mais c'est parce que ça va être $10 pour YouTube, plus $10 pour Spotify, plus $10 plus pour Canal Play, pour machin, ça fait beaucoup de $10 à un moment donné. Pour un Netflix par exemple, ça se justifie un peu plus. Moi, je trouve oui, mais de nouveau, c'est $10 pour Netflix. Mais alors, est-ce que le pouvoir d'achat des gens qui regardent des vidéos sur YouTube, de manière générale, va mettre $10 à gauche, $10 à droite, pour finalement très vite arriver à $100, hein, rien que pour du média, quoi.
Enfin, ça paraît quand même... J'adore, n'empêche, la réflexion de Xavier, c'est que pour Netflix, c'est normal, ils ont du contenu. YouTube a énormément de contenu aussi. Oui, tu vois, c'est ça le truc. Et par contre, YouTube, tu as eu l'habitude que c'était tout le temps gratos, donc quand ça devient payant, tu te dis, bah non, c'est quoi, on essaye de me voler mes sous. Alors que Netflix est toujours arrivé sur un modèle payant. Et ils ont les mêmes problèmes de bande passante, etc. Et ils ont toujours dû rentabiliser ça sur la publicité. Donc c'est extrêmement difficile, mais comme utilisateur, tu es habitué au gratuit. Ça me refait penser au début des années 2000, tu es habitué au gratuit, et puis un jour on dit, bon, maintenant que tu es habitué, il n'y a plus que nous, tu payes. C'était vraiment la tendance, début 2000, créer ton gros truc, quoi. Donc, je suis pas choqué qu'on paye pour de bande passante, parce qu'en plus, les gars, avant on avait des petites vidéos cramoisies, et puis on est passé à du 720p, et puis du 1080p, et maintenant tu as des vidéos 4K. T'imagines, la bande passante est juste gigantesque. Tout à fait. Et la publicité, pendant que tu regardes une vidéo, qu'elle soit en 720p ou en 4K, on t'en a pas balancé plus dans les dents, donc elle doit coûter plus cher. Donc c'est difficile comme modèle. D'autant plus qu'à un moment donné, il y a nos amis les providers, ceux qui nous donnent la connexion Internet, qui vont vouloir aussi sucrer au passage. À un moment donné, quand on va commencer à pomper de la bande passante, ils vont dire, voilà, ils sont capables de mettre 10 € pour payer YouTube, pour utiliser notre bande passante, ils peuvent nous donner une partie de cette somme pour payer cette même bande passante. Tout le monde va vouloir en croquer, quoi. On retournera en Minitel, on en est reparti. sur des vieux serveurs CompuServe, des choses comme ça, effectivement. Enfin voilà, tout ça pour dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Effectivement, aussi, il faut à un moment donné sortir de cette culture du gratuit qui a fondé Internet en gros au départ et qui est là, est en train d'un petit peu le tirer par le bas. Et il va falloir à un moment donné mettre la main à la poche. Donc un jour, on va vous demander de l'argent pour suivre les technos. C'est pas demain, c'est pas après-demain. C'est même pas après-demain, mais voilà, on en est là un petit peu. C'est ça la réalité aussi. Ça risque de profiter pas mal quand même aussi à Facebook qui lance sa plateforme d'hébergement vidéo et tout aussi. Donc, Aussi, oui. Enfin, Facebook a d'autres ambitions aussi. Je pense côté vidéo, ils visent pas le même type de vidéo, le même type de clientèle. Soyons clairs. Mais justement, ça nous donne l'opportunité de passer la parole à Seb pour parler de Facebook. Facebook qui clone à gogo. Internet, c'est Facebook, c'est ce qu'ils disent. En gros, Ouais, c'est ça. Et alors c'est TechCrunch qui s'est amusé à faire un petit résumé des dernières innovations Facebook, en comparant à chaque fois le pourquoi, comment, d'où ils sont venus. Et il y en a une vingtaine, je vais pas toutes vous les faire, sinon on n'est pas couché. Mais que ce soit les vidéos qu'ils ont essayé de copier de YouTube, avec les suggestions de vidéos, le fait d'avoir ton moment de la journée qui est copié d'un autre truc, des fonctionnalités qu'ils ont copiées de Snapchat, etc. Facebook a l'air d'être effectivement, quand tu lis cet article, beaucoup plus habitué à trouver une application sympathique et plutôt que de l'acheter, se dire c'est pas grave, on va faire ça nous-mêmes. Ce qui n'était pas totalement la culture aux États-Unis. Ils avaient plutôt tendance à racheter, reprendre le développeur et tuer l'application. Ils ont racheté quelques applications comme des WhatsApp, mais ils ont plutôt l'air d'avoir la tendance du copitage. C'est mal copité. Mais faut pas copier. Mais ce qui est intéressant, en dehors des 20 points qui sont relevés par TechCrunch, allez voir, prenez 5 minutes, c'est pourquoi ils le font. Et pourquoi ils le font, c'est parce que chaque minute en plus que vous restez sur Facebook est évidemment des minutes qui peuvent vendre en publicité et dans lesquelles vous n'allez pas chercher votre contenu ailleurs. Donc tout ce que fait Facebook et la plupart des fonctionnalités qu'ils font se résument à essayer de garder l'utilisateur chez nous, y compris quand ils l'ont fait il n'y a pas tellement longtemps. Quand tu cliques sur un lien, tu ne vas plus sur le site et tu n'ouvres plus le navigateur internet pour aller sur le site du journal ou que sais-je. Tu ouvres le contenu dans une petite fenêtre de Facebook que tu retournes directement dans Facebook. Donc tout est fait dans Facebook pour que tu y reviennes aussi vite que possible. C'est un peu le web dans le web, quoi, en quelque sorte. Et ils vont chercher tout, quoi. Toutes les infos dans tous les sens. Donc peut-être qu'à un moment, on devra se poser une question sur est-ce que c'est pas trop dangereux d'avoir
tout lié dans une seule société, de la même manière qu'on a critiqué Google à ce propos-là, sur la situation monopolistique. Facebook a peut-être un problème aussi. Et on sent clairement un glissement, en tout cas dans le chef des utilisateurs lambda d'Internet de manière générale. Il y a des gens qui demandent, chez les jeunes en particulier, qui disent « je voudrais avoir Facebook ». Ils ne parlent pas d'avoir Internet, ils parlent d'avoir Facebook. Je voudrais avoir Facebook sur mon téléphone portable. Oui, c'est une connexion Internet, ça je m'en fous, je voudrais avoir Facebook. C'est quand même, ça se résume, Internet pour beaucoup, et de plus en plus de jeunes se résume à Facebook. C'est l'écosystème dans lequel ils naviguent, et ce qu'ils voient d'Internet, c'est ça. Et c'est très réducteur. Mais c'est normal. Via Facebook, tu discutes. Via Facebook, tout est dedans. Tu parles en vidéo. Ça fonctionne. Tu téléphones. Via Facebook, tu envoies tes messages. Via Facebook, tu as les news. Via Facebook, tu as les images de blagues. Via les vidéos. Tu as les vidéos. Tu as tes news. Pourquoi sortir de l'écosystème, tu vas me dire? Oui, c'est vrai, pour aller... Mais ceci dit, il manque un tas d'autres trucs, parce qu'il y a plein de trucs à découvrir sur Internet qui sont pas dans Facebook, entre autres. Mais même acheter, tu ne sors plus de Facebook. Tu as la page, tu as le petit bouton pour acheter, et tu as des pages de shopping maintenant spécifiques, où tu peux faire tous tes petits achats, tes petites emplettes. Donc, non, tout ce que tu fais ailleurs, quasi, peut être résumé à une fonctionnalité possible aujourd'hui dans Facebook. Facebook, c'est un peu la matrice. C'est Internet. On a fait le tour de la lettre S, en tout cas pour ce qui est du S comme social. Il y a encore un S comme société, Seb. Et là, c'est un fait de société. Pour ouvrir un débat, et on va peut-être pas en débattre trop longtemps ici, mais ça va permettre peut-être à d'autres de venir débattre en commentaire de ce podcast. C'est la réalité virtuelle qui peut-être va changer le cours des choses au niveau des médias. Alors c'est une interview sur CNN de la part d'un des fondateurs d'Oculus qui lance le début du truc. J'ai réfléchi un peu, je me dis c'est pas totalement idiot en fait que quand vous allez voir un journal en ligne aujourd'hui, il y en a certains qui se sont mis par exemple à mettre un lien vers Google Maps pour que vous puissiez voir avec Street View où s'est passé l'accident, où s'est passé le gars qui s'est fait poignarder. T'as besoin de voyeurisme de l'accident, t'as besoin de voir où c'est. La plupart des gens sont curieux de pouvoir se mettre en situation et de comprendre ce qui s'est passé. Ça reste malheureusement de la nature humaine. Et donc, est-ce que demain, effectivement, quand on te fait la présentation d'une voiture dans un article ou qu'on te relate un épisode malheureux, est-ce que le journalisme peut proposer d'avoir de l'immersif sur la scène, une expérience augmentée, quoi. Oui, voilà. Est-ce que effectivement demain le journalisme va vers ça et vers ce genre de reportage? Est-ce que ça doit aller vers ça? C'est une excellente question. Évidemment, pour les gars d'Oculus, ça va révolutionner le monde du journalisme. Je pense que malheureusement, il a raison. Parce que ça ne va pas forcément élever le débat. Mais ça, seul Marty pourra nous le dire, quoi. Ouais. Mais de nouveau, ce genre de choses, la réalité augmentée, les lunettes 3D, etc. C'est un formidable outil. Il faut voir comment il va être utilisé au niveau de l'information, des faits d'actualité, des articles. Il va falloir, c'est une nouvelle écriture qui est en cours d'invention, en fait, qui est encore à inventer. Il y a plein d'expérimentations plutôt sympathiques d'ailleurs qui existent, qui demandent beaucoup de travail, où on peut mettre en relief un texte versus des photos, de belles photos, ou de la vidéo, et pourquoi pas demain du virtuel, de pouvoir passer autour d'un objet pour mieux le voir, mieux se mettre à la place du passant, comme tu le disais, sur du fait divers peut-être, c'est peut-être pas la manière la plus intelligente de l'utiliser, ou se mettre à la place de la personne qui se trouve dans une salle où on lui présente des objets et que la vision en 3D se justifie, par exemple, un défilé de mode, par exemple, ou que sais-je, ou la présentation d'un nouveau produit de manière générale. Ou le Crazy Horse, ou des trucs comme ça. Des choses comme ça. On sait pas vers quoi... Moi, je pense que c'est un des outils qui sont mis à disposition de qui veut faire du contenu, de manière générale. Est-ce que ça va révolutionner le monde de la presse ?
un petit doute là-dessus, moi, parce que ça demande quand même de l'équipement. Et donc, le propre de la presse, c'est de pouvoir être consommé, enfin lu, intégré, un peu n'importe où, de l'avoir à portée de main, de pouvoir le lire sur un banc dans un parc, de pouvoir le lire aux toilettes, par exemple. Je t'entends là-dessus, mais le fait est que si tu regardes des sociétés dont on vient de parler juste au-dessus, qui est Facebook, qui investit massivement dans ce genre de truc et qui pourtant aussi récupère énormément de contenu grâce au journalisme. Il y a quelque chose qui se dessine, c'est pas encore ultra clair, mais pour moi, effectivement, probablement le fait divers est un des points qui sera le plus demandé par la population. Peut-être, enfin sans doute même, mais il faut voir si ça va fonctionner. C'est ça la question. C'est qu'à un moment donné, il faut s'équiper, il faut les objets pour, etc. Je suis pas sûr que pour regarder de temps en temps un accident et faire le voyeuriste ou un incendie ou un truc, parce que le nouveau journal de 2025 le propose, je sais pas si on va aller par là. Enfin, je sais pas. Mais s'équiper, c'est ma seule dernière question, mais s'équiper, ça coûte 2 €, 3 €. Oui. Parce que tu utilises. Oui, bien sûr, tu peux utiliser le téléphone. Et tu prends le cardboard de Google, ça coûte 1 ou 2 €, tu le montes et tu as un casque de réalité virtuelle. Et certes, il n'est pas attaché avec le truc autour de la tête, tu peux pas c'est pas un Oculus Rift, mais tu peux avoir ta vision 3D, panoramique et tournée, etc. Donc ce genre de truc existe pour très peu d'argent. Ça pourrait être faire avec le premier épisode de ton journal préféré. D'accord, mais le problème c'est qu'il va falloir aussi capter cette image qu'on va proposer via ces lunettes. Les outils sont là aussi maintenant. Oui, mais il faut que les gens pour s'en servir. Et ça va être beaucoup plus compliqué par contre, parce qu'on peut pas tout demander à un journaliste, si tu vois ce que je veux dire. C'est à un moment donné, il doit écrire un papier aussi. Il est pas là juste c'est pas un opérateur photographique ou vidéo. C'est un journaliste. Donc, c'est à écrire, quoi. C'est à écrire. C'est un nouveau métier à créer, peut-être. Pourquoi pas, mais à faire à suivre. On verra bien. Ceci dit, ça reste intéressant et je pense que ça reste une expérience parmi d'autres d'enrichissement de contenu qui vaut la peine d'être analysé, et étudié et expérimenté. Oui, évidemment. Le débat est ouvert, donc n'hésitez pas à commenter, à nous envoyer des messages et comme ça, on pourra peut-être en faire un hors-série, pourquoi pas. Pour en parler avec des détails et un peu plus de profondeur. On va terminer ce numéro 51 avec la lettre W, non pas comme what the fuck, mais comme Wi-Fi. Ça, c'est quand Xavier est là. Directement, tout le monde devient beaucoup plus sage. On va embarquer du Wi-Fi, mais c'est déjà un peu le cas dans les voitures. Alors, c'est un petit gadget. Merci à Geeko pour m'avoir fait découvrir ce petit objet qui existe depuis déjà quelques mois quand même. C'est la société Huawei qui a développé un petit produit à mettre dans son chargeur allume-cigare ou autre dans la voiture et qui va jouer le rôle d'un vrai hotspot Wi-Fi. Comment est-ce que ça marche ? On va simplement mettre une petite micro-SIM dedans et on va être équipé d'un réseau Wi-Fi dans le véhicule. L'accessoire sera vendu à peu près 130 € et sera livré avec une app iOS ou Android qui va permettre vraiment de gérer l'ensemble des paramètres de sa sécurité réseau, voir qui est connecté, etc. La vitesse de téléchargement peut atteindre quand même 100 mégabits et le système va permettre de connecter une dizaine d'appareils. Donc moi je trouve ça génial pour pas mal de professionnels de la route. Imaginons dans un taximan, un Uber, t'allais dire un Uber. J'allais dire un Uber, mais voilà, les taximens qui vont pouvoir partager un petit accès Wi-Fi pour leurs clients, les familles qui partent en vacances, des routiers peut-être qui ont un passager ou même des fonctions pour certaines entreprises auxquelles on ne pense pas. Mais ça va permettre de démocratiser ça parce qu'il y a des options. Il y a des marques de véhicules qui vendent déjà des accès micro-SIM, mais à des tarifs qui ne sont pas du tout le même que cet objet le propose. Je pense que tu avais un commentaire, Seb, non ? Oh oui, les routiers qui ont des passagers, ils s'en foutent du Wi-Fi. Je te dis ça comme ça. Ça dépend des passagers. Si vous traversez la Manche, par exemple, ça peut être intéressant pour vos passagers. Les clandestins, ceux qui sont derrière. Mais sinon, j'ai une question, parce qu'effectivement, je regarde ça avec un intérêt certain, mais
pourquoi ne pas utiliser simplement le partage de connexion de ton téléphone? Pourquoi j'irais me casser la tête à avoir une deuxième carte à payer pour mettre dans ma bagnole? Alors moi, si tu me poses la question à moi, mon GSM, il a une autonomie qui est vraiment réduite. Si je dois faire hotspot avec mon GSM, l'autonomie va baisser. De toute façon, ça se branche dans se branche dans l'allume-cigare. Voilà, de toute façon. tout à fait. Ouais. Donc tu peux brancher ton téléphone. Oui, mais quand tu combines moi dans mon cas, j'utilise pas mal Waze. Ouais. J'ai mon GPS qui est allumé sur le téléphone et le chargeur de GSM suffit à peine pour maintenir en vie mon téléphone. Si tu dois en plus faire il change de batterie. Si tu dois faire en plus hotspot, voilà, c'est Oui. Honnêtement, oui, tu changes de chargeur, il y a des chargeurs, et j'avais le cas à l'époque avec le S4, le fait que je l'allume en voiture avec le GPS dépensait plus que je n'arrivais à le charger. Ouais. Donc, t'étais couillonné à la fin de ton trajet, t'avais plus de GSM. Mais il y a des chargeurs plus puissants, hein, il y avait moyen de s'en sortir, mais ça m'avait coûté un peu d'argent à l'époque. Ouais. Ceci dit, pour en revenir à l'accessoire dont il est question ici, comment ça s'appelle le Huawei Car-Fi. Car-Fi, ouais. Je trouve ça plutôt pas mal quand on a quand on transporte du monde de manière générale, pourquoi pas finalement, sur de longues distances peut-être, ou sur de moins longues, ça a un intérêt, il faut pas dire le contraire, ça reste un accessoire intéressant. Moi, personnellement, j'en aurais pas l'usage. Soyons clairs. Mais je pensais, on parlait médias et journalistes, etc. C'est vrai que des journalistes qui partent en goguette quelque part et qui ont besoin d'avoir un accès Wi-Fi et de pouvoir le partager facilement, pourquoi pas ? Oui, Seb, non. L'argument ne tient pas pour toi. Pour moi, ça tient pas. Ça aurait tenu il y a 5 ans, ça aurait été top. Ouais. Aujourd'hui, ça tient pas quand tu as un téléphone récent. Il y a moyen de le charger sans problème pendant que tu l'utilises. Ouais. Et tu peux utiliser des applications qui te permettent d'automatiquement lancer ton partage quand tu rentres dans ta voiture parce qu'il a détecté que tu étais en Bluetooth connecté à ta bagnole et le coupe quand tu ressors. Donc tu vas même pas y penser que ça peut se faire automatiquement. Ouais, c'est vrai. Donc ouais, je l'utilise, je rentre dans ma voiture, mon téléphone automatiquement se lance Waze, je quitte ma voiture, il coupe tout. Tu vois, donc il allume le Wi-Fi, il coupe le Wi-Fi, donc tu peux automatiser tout ça. Donc, ça permet quand même de contrôler aussi par exemple la consommation de tes données. Il y a parfois des personnes qui ont des abonnements différents. Tu peux acheter des cartes SIM spécialement pour le data et pas avoir un abonnement spécialement poussé. Bon, il y a du pour, il y a du contre. Voilà. On n'est pas couché. On n'est pas couché, mais en même temps c'est moins cher qu'un smartphone, 130 €, c'est pas volé non plus. Bon, il faut une carte, il faut un compte data supplémentaire pour le mettre au face. À l'époque, Option faisait ça sur base de clé USB. Oui, bien sûr. Il y avait ça, mais il y avait les opérateurs téléphoniques proposaient ça aussi sous forme de clé quand tu étais dans la nature et que tu avais besoin d'une connexion Internet au milieu des bois. Mais ça coûtait pas très cher, effectivement. Mais bon, tu payes le data en plus. Faut être clair. Enfin, des coûts, il y a toujours des coûts derrière. Je pense qu'on a bien fait le tour de la question pour cette semaine, les amis. On a fait un petit peu long aujourd'hui. C'est le 51, on va dire que c'est fait. Et on trouvera un beau what the fuck. Par exemple, on trouvera quelque chose à mettre dans la partie what the fuck pour le numéro 52. Je sais pas encore avec qui ce sera, mais c'est sûr qu'il y aura un numéro 52 la semaine prochaine. Et du hors-série également, même enregistré sans moi. ça arrive aussi, ça fonctionne aussi. Et ça, c'est plutôt rassurant. Merci Sébastien pour ce 51e numéro. Merci également. Seb qui a bien travaillé. Et merci également à toi qui étais fort occupé aussi la semaine dernière, je le sais. Donc voilà, n'hésitez pas à nous poser vos questions, à ramener votre expérience également en commentaire. On essaiera de s'en faire écho dans les prochains numéros. Passez une très très bonne semaine. À très bientôt. Bye bye. Salut à tous.